Vous venez tous manger à la maison? Ah, vous êtes 10. Et avec moi, ça fait 11. Et puis on mangera des petits pois. Vous aimez ça, hein? On a toujours besoin de petits pois chez soi. Eh, c'est vrai! Bon bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des petits pois. Sujet passionnant. Non. La pub que vous venez de voir, elle date des années 60. On est sur la démocratisation des petits pois en conserve. Un gain de praticité. Ce qui me fume de rire, c'est littéralement la marque Petit Pois. Enfin bon bref, il fallait bien débuter quelque part. Les sociétés évoluent et les modes de consommation aussi. Les images que vous voyez en ce moment même, c'est celle de Parly, l'un des premiers centres commerciaux d'Europe. Et de France plus précisément. On est en 68 et on est en pleine mutation de la société française. C'est un peu de provision parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quoi. Pour avoir, parce que j'ai des gosses et je ne voyais pas comment qu'ils ont fait. En parallèle de cette société de consommation qui se développe, la crise de mai 68 se déclenche. Une révolte étudiante qui a été soutenue par les ouvriers par la suite. Le pays est en plein chaos et est totalement bloqué. Madame, je vois que vous êtes lourdement chargée, vous avez en particulier de nombreux paquets de biscottes. Pourquoi ces provisions? C'est parce que mon mari ne peut pas manger de pain. Comptez de la semaine prochaine, si vous continuez à avoir des attitudes pareilles, vous serez verbalisé à hauteur de 135 € à chaque sortie. C'est pas une mauvaise attitude. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter. Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi? On n'apprend tellement pas de nos conneries, moi le premier, que regardez ces deux extraits de caissières lors de l'événement de mai 68 et pendant le Covid-19. Affreux le monde qu'on a eu. Un monde fou, vous voyez. Enfin, on n'espérait vraiment pas ça. Je comprends pas pourquoi les gens sont affolés comme ça. Pendant la cohue d'avant-confinement, ils ont subi de plein fouet l'assaut de la clientèle. Caissières et caissiers contraints de rester fidèles au poste face au coronavirus. Bref, revenons au petit pois. Comment ce légume est rentré dans notre gastronomie et encore plus dans notre placard sous forme de conserve? Ça résulte d'une histoire. Bravo Sherlock! En 1920, l'usine Enaf, oui célèbre pour son pâté, elle produisait déjà des conserves de petits pois. Ce n'est pas ça qui est révolutionnaire, mais c'est sa démocratisation qui résulte vraiment dans les années 60. La conserve devient un produit phare, utile dans les supermarchés, mais aussi dans les foyers. C'est la première fois qu'on peut conserver aussi longtemps sans réfrigérateur. Et d'ailleurs, le réfrigérateur, c'est pas donné à tout le monde. C'est encore réservé à une certaine élite ou une bonne classe moyenne, surtout dans les années 60. Avec l'arrivée de la grande distribution, ça facilite sa vente. C'est pas cher et ça dure dans la durée. De tout temps, l'homme a cherché à conserver sa nourriture. Peau, huile, fermentation, il y a différentes techniques. Mais la conserverie moderne se crée véritablement à la fin du XVIIIe siècle. Malgré l'utilité de cette prouesse, il faudra plus de 2 siècles pour que cela s'inscrive dans les habitudes de vie des Européens. En 1795, Nicolas Appert, dans sa confiserie, va créer cette première conserve. Oui, une confiserie. Les fameuses qualités nutritionnelles du bonbon, bien sûr. Ce menu Maxi Best of Big Mac frites Coca n'est pas mauvais pour ta santé et ce n'est pas lui qui te fait grossir. C'est vrai que des fois l'histoire, elle est un petit peu ironique. Mais la conserve ici a été créée pour conserver le goût et les textures. Donc quand on y réfléchit, c'est parfaitement logique. Mais malgré les avantages, cela ne prend pas. Du moins au début, je le rappelle. En 1809, Nicolas Appert fait ensuite part de son invention au ministre de l'Intérieur, Monsieur Montalivet. Pour être précis, Camille, comte de Montalivet. C'est pas rien. Ministre sous Louis-Philippe, non pas dernier roi de France, mais dernier roi des Français. C'est subtil. Pour Nicolas Appert, le ministre lui laisse le choix entre déposer un brevet ou recevoir un prix du gouvernement. Quand même le gars opte pour la seconde. Il reçoit que 12 000 francs. Bon, il n'est pas à plaindre non plus, ça représente plus de 5 millions d'euros d'aujourd'hui. Mais en brevetant son invention, il aurait pu encore gagner plus d'argent. Mais il va décider de prioriser le bien commun, ce qui est quand même la classe. J'aurais même pu le présenter dans une autre de mes séries, La Classe mondiale. Je vous la conseille. C'est donc une découverte française. En 1810, il publie L'art de conserver pendant plusieurs années des substances animales et végétales, à plus de 6000 exemplaires. Un outil merveilleux pour développer leur industrie tout au long du 19e siècle et au début du 20e. Et ce, en parallèle du taylorisme. C'est quoi le taylorisme?
Alors le taylorisme naît d'une merveilleuse vision de l'humanité. Vous avez commencé à quel âge alors exactement La salaison, j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Avec l'exode rural dû à la mécanisation des champs, de nombreuses personnes doivent quitter les campagnes et se retrouvent en ville, sans salaire, et justement pour essayer d'en trouver un. Cette main-d'œuvre est donc nombreuse, peu chère. Pour les patrons, c'est une aubaine. C'est une vie très fatigante, je crois qu'elle a des conséquences terribles sur la santé des ouvrières. Il y a beaucoup de cas de maladies. Oui. Vous en avez connu beaucoup autour de vous? Oh, l'hiver, énormément. Les personnes, des petites jeunes filles de 15, 16 ans, 14 ans même à l'occasion, qui n'ont jamais travaillé dans la glace. Automatiquement, elles sortent de l'école, tombent couramment en syncope. C'était un témoignage dans une conserverie de poissons. Mais je peux vous en donner un autre. Je cite Madeleine Barbier. Cette grosse machine à vapeur, fallait l'entretenir à l'eau, à droite à gauche, fallait pas qu'elle pète. J'ai aussi fait des petites boîtes de champignons. Tu ne les regardes même pas, c'est machinal. En bref, c'est un travail aliénant. Plus besoin de former les gens de A à Z. C'est ça le taylorisme. On optimise la chaîne de production. Chaque ouvrier a un geste bien spécifique. Tendre perle, type. Ainsi, on fabrique plus vite et sans forcément avoir des ouvriers qualifiés. Monsieur Jacquin, vous fabriquez des conserves de poissons, ici notamment dans votre usine du Guilvinec, mais vendez-vous ces conserves en Bretagne ou en dehors de la Bretagne? Peu en Bretagne, et quand je dis Bretagne, c'est la région économique, groupant les 4 départements. Par contre, en Loire-Atlantique, nous avons un mouvement d'affaires assez important et déjà ancien. Vous vendez en somme en France, hors la Bretagne? C'est ça. En bref, la conserve permet d'exporter. Un merveilleux outil libéraliste qui a fait fructifier les échanges dans le monde. Ça, c'est pour le petit pois moderne. Mais on va continuer à s'intéresser au petit pois en retournant encore plus dans le passé, à son origine. Déjà, on peut passer par le XVIIe siècle, où le légume était très populaire. D'ailleurs, c'était le légume préféré de Louis XIV, himself. Louis XIV était un très gros mangeur. D'ailleurs, quand on ouvrit son corps pour embaumer son cœur, on découvrit que son estomac avait 2 fois la taille normale. La princesse Palatine témoigne de son appétit. J'ai vu souvent le roi manger 4 assiettes de soupe pleine, un faisan entier, une perdrix, une assiette de salade, 2 tranches de jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie et encore du fruit et des œufs durs. Sacré appétit. Oui, d'abord il a une petite salade, ensuite c'est 2, ensuite c'est 3, c'est 4, 3 sortes de pâtes. Oui. Des raviolis à la viande, risotto champignons. Ah oui. Ah oui. Et là, il a commencé à avoir faim, là. Juste après, il a pris quelques côtelettes, quoi. Une demi-douzaine, je crois. Et là, comment ça s'est... À préciser quand même qu'il a failli mourir d'indigestion de petits pois quand même, le Louis XIV. Tu mangeais tout. Il ne me reste rien dans ma cuisine. Chose extraordinaire pour l'époque, Louis XIV, le roi soleil quand même, préfère les petits pois au lard, pas commun. Ainsi, ça deviendra une véritable mode dans l'aristocratie. Pour vous dire, on taille même d'autres légumes en forme de perles, tout comme les petits pois, pour vous montrer vraiment l'intérêt grandissant de ce légume. Alors d'où vient le petit pois? C'est vrai ça? Alors il est déjà présent en Iran il y a 10 000 ans, il viendrait d'Asie centrale. Il sera donc introduit en Europe très rapidement dans l'histoire humaine. En bref, il fait déjà partie du passé et du quotidien de nos ancêtres. Et cette vision des ancêtres est importante. Il a permis l'une des plus grandes découvertes, et ce, en génétique. Oui, Gregor Mendel est un moine austro-hongrois du 19e siècle, mais également un scientifique accompli dans de nombreux domaines, en maths, en physique et surtout en botanique. C'est pour ça qu'on le connaît. Ses travaux sur les plantes ont révolutionné la génétique. Il y a presque 160 ans, il découvre les principes de l'hérédité dans le jardin du monastère grâce à un modèle idéal, Pisum sativum, autrement dit les petits pois. À force d'observer les petits pois de son jardin, il va observer quelque chose de très typique. En génétique, il s'agit tout simplement des caractères observables. En bref, les aspects physiques qui peuvent être héréditaires, et ceux qu'on gagne ou qu'on perd suivant les générations. Un exemple très simple, par exemple, vous faites un enfant. Il n'a ni votre nez, ni vos yeux. Pourtant, il a les mêmes yeux de votre père ou de votre mère. Car un caractère physique est transmis par nos gènes.
notre génome. Ainsi, on peut transmettre des caractères physiques qui ne sont pas visibles sur nous-mêmes. On parle donc en biologie de phénotypes. Découverte des phénotypes à partir des petits pois, avec une liste bien longue. Mendel, dans son article de 1866, cite les raisons pour lesquelles il a choisi le pois pour ses expériences. Donc, premièrement, les variétés de pois qu'il a sous la main possèdent des caractéristiques phénotypiques contrastées qu'il est capable d'observer. Chez le pois, l'hybridation est facile à faire et elle peut être facilement donc contrôlée. L'hybridation, c'est quand deux espèces peuvent se reproduire. C'est très commun dans les espèces végétales et bien moins dans les espèces animales, où, quand cela est possible, l'animal est bien souvent stérile. Et puis la troisième caractéristique qu'il décrit dans son article, c'est que les caractères sont fixes grâce au système de reproduction du pois, qui est un système de reproduction autogame. Autogame, ça veut juste dire qu'il peut s'auto-reproduire. Mendel a élaboré les lois de la génétique à partir de l'observation des descendances de croisement de variétés de pois qui différaient pour 7 caractères. Ce sont la forme des graines, la couleur des cotylédons. Les cotylédons, c'est les premières feuilles formées grâce à la graine. Ouais, l'extrait que j'ai choisi, on est bien loin d'un c'est pas sorcier, hein. C'est pas très vulgarisant. Eh bien, je suis actuellement en dépression. Mes niveaux de sérotonine sont au plus bas. Donc, soit des graines vertes, soit des graines jaunes. La taille des plantes, la couleur des fleurs, donc soit rose violette, soit blanche. La couleur des gousses, la structure des gousses. Et septième caractère qu'il a observé, c'est le type d'inflorescence. C'est la façon dont les fleurs se positionnent sur une tige. Ce qui est étonnant avec cet Autrichien, c'est qu'il est moine. Enfin, pas si étonnant. Ça montre que science et religion ne sont pas forcément ennemis. Mais anecdote, il a techniquement triché pour son expérience. En regardant le papier d'origine, on se rend compte qu'il a des pourcentages extrêmement précis. Même des scientifiques modernes avec les plus grandes machines et les plus grands trucs ne pourraient pas faire aussi précis. Donc soit il a eu la plus grande chance au monde, soit il a légèrement modifié les chiffres. Toute cette étude empirique, qui se pose sur l'expérience, a permis les bases de la génétique. C'est ce que j'aime avec l'histoire. C'est qu'un détail aussi insignifiant qu'un petit pois peut avoir d'énormes influences sur nos sociétés modernes. Et ce, entre la conserve, la cuisine et la génétique. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Et à bientôt!